8e but, pas de problème pour l'Olympique de Marseille. Un centre de Lentini à Milan et un but de l'inévitable Marco Van Basten. Ce sont les son fameux président Louis Nicolin que Pascal Praud a rencontré. Il l'a soumis à la même interview que Raymond Domenech il y a 3 semaines. Autrement dit, Louis Nicolin n'avait le droit de répondre que par oui ou par non. Est-ce que vous allez bien? Oui. Êtes-vous mégalo? Non. Rêviez-vous d'être célèbre? Oui. Avez-vous déjà acheté un arbitre? Non. Avez-vous essayé en lui proposant une prostituée? Non. Avez-vous déjà eu une relation homosexuelle? Ah non plus. Gérard Gilly vous fait-il rire? Oui. Seriez-vous favorable au remplacement de Gérard Houllier? Non. Visez-vous la place de Jean Fournet-Fayard? Pas du tout. Non. Existe-t-il beaucoup de différences entre le monde des poubelles et celui du football? Non. Vos joueurs sont-ils trop payés? Non. Êtes-vous l'ami de Michel Mézy? Oui. Aimez-vous les Nîmois? Oui. Avez-vous déjà eu à Montpellier en première division un entraîneur qui était nul? Oui. Aimez-vous le fric? Non. Faites-vous un complexe de votre physique? Non. Cantona est-il un grand joueur? Oui. Aujourd'hui, c'est le référendum sur le traité de Maastricht. Vous allez voter oui? Oui. Vous votez toujours à droite? Non. Souhaitez-vous que le PSG soit champion? Non. Le PSG est-il plus fort que l'OM? Non. Engageriez-vous Giroud comme entraîneur? Oui. Allez-vous battre le PSG? Oui. Oui. Avez-vous déjà menti au cours de cette interview? Non. Louis Nicolin n'a peut-être pas menti, mais Montpellier n'a pas battu le Paris Saint-Germain. Yves Kupferman, qu'on en vient en effet à ce match. Le Paris Saint-Germain toujours invaincu avant ce déplacement. Oui, en compagnie de Marseille et de Nantes, je crois. Et il y a 3 journées, Montpellier était également invaincu à ce moment-là. Ce n'est pas si ancien. Montpellier et le PSG occupaient la première place du classement à égalité parfaite. Depuis, le PSG s'est détaché. Montpellier a un petit peu marqué le pas avec 2 défaites, l'une à Toulon et l'autre beaucoup plus surprenante à domicile face à Valenciennes. Alors malgré ces résultats un petit peu chaotiques en dents de scie, ce voyage à Montpellier était considéré par beaucoup comme le premier véritable test du Paris Saint-Germain. C'est l'affiche. Par le passé, le Paris Saint-Germain n'a jamais véritablement réussi au stade de la Mosson où cette année encore près de 20 000 personnes attendaient le premier faux pas du leader. Une rencontre dirigée par un jeune homme de 31 ans tout sourire. Monsieur Sarr ne sait pas encore qu'il va devoir arbitrer le match le plus difficile de sa jeune carrière. Et pourtant tout démarre plutôt bien, du moins pour Montpellier, avec dès la 7e minute un ballon récupéré par Survrine qui sert Serge Blanc sur le côté gauche. Blanc qui repique vers le centre, prend de vitesse Laurent Fournier. Bon tir, détourné du bout des doigts par Bernard Lama. Louis Nicolin est nerveux, pourtant son équipe applique parfaitement les consignes de Gérard Gilly avec un pressing, très haut pressing qui débouche à la 10e minute sur un ballon récupéré par Périlleux dans les pieds de Colleter. Fabrice Divert qui dribble Colleter, rentre dans la surface et s'écroule. Y a-t-il eu faute du Brésilien Ricardo? Pour Monsieur Sarr, non. Il demande à Fabrice Divert de se relever et il n'a sans doute pas tort car même au ralenti, il ne semble pas que Ricardo ait touché l'attaquant de Montpellier. Dans la minute suivante, première réaction parisienne orchestrée par Paul Le Guen. Georges Weah s'infiltre entre Périlleux et Tétis. Il tire à côté du but de Claude Barabé. 18e minute, long coup franc de Ricardo. Le ballon va revenir dans les pieds de Georges Weah qui, sans se poser de questions, tire et force Barabé à effectuer une jolie parade. À nouveau associé à Calderaro en attaque, le Libérien a essayé de surprendre le gardien de Montpellier, auteur d'un arrêt impeccable.
Petit à petit, le match devient de plus en plus tendu, les deux équipes se neutralisant complètement, si bien qu'il faut attendre la 37e minute pour voir encore une action. Elle est Montpelliéraine, Diver prend le meilleur sur Ricardo, il s'enfonce dans la surface et s'effondre de nouveau. Toujours pas de pénalty pour Monsieur Sarr, qui au contraire sanctionne Fabrice Diver, l'accusant d'avoir simulé. Pas facile de savoir qui a raison, car si au départ de l'action, la faute de Ricardo est évidente, celle commise dans la surface l'est beaucoup moins. Toujours est-il que Louis Nicolin est furieux, s'estimant victime d'une deuxième et grosse erreur d'arbitrage. Monsieur Sarr, lui, reste imperturbable. Quant aux deux équipes, elles rejoignent les vestiaires sur le score de 0-0. Le début de la seconde période est à l'avantage de Montpellier avec à la 52e minute un pressing de Fréchet sur Colletter, puis de Périlleux sur Ricardo. Montpellier récupère le ballon et l'on retrouve Joël Fréchet sur la droite. Long centre, tête de Diver et claquette impeccable de Lama. Bernard Lama, invaincu depuis la première journée, il n'a pris qu'un seul but en plus de 9 heures de jeu. Quant à Fabrice Diver, son début de saison moyen tourne au cauchemar à la 73e minute. Taclé par Vincent Guérin, il est victime d'une entorse à la cheville et d'une blessure à l'épaule. Même si on va le voir, le tacle de Vincent Guérin est parfaitement régulier, pas de cinéma de la part du Montpelliérain, qui malheureusement devra quitter le terrain sur une civière. Le spectacle, pas vraiment folichon jusqu'alors, va encore tomber d'un cran avec la fatigue des joueurs de l'Hérault qui réclament encore un pénalty sur ce ballon disputé par Joël Fréchet et Jean-Luc Sassus. Une fois de plus, Monsieur Sarr laisse le jeu se poursuivre. À juste titre, une fois de plus, Louis Nicolin explose. À un quart d'heure de la fin, petit événement, c'est la première véritable occasion parisienne lancée par David Ginola. Wea déborde Tétis sur la gauche. Centre en retrait. Heureusement pour Montpellier, Serge Blanc vient contrer Guérin et Calderaro. Georges Weah, le meilleur parisien, avec Roche et Ricardo, on le retrouve 30 secondes plus tard. Encore un superbe geste, encore un 1-2 avec David Ginola. Tir en pivot et superbe parade de Claude Barabé. Gérard Gilly essaie de replacer sa défense, une défense qui en fin de match donne quelques signes de faiblesse, laissant beaucoup trop d'espace à Georges Weah qui inquiète une nouvelle fois Barabé. Score final 0-0, sans montrer grand-chose, Paris est toujours invaincu après cette rencontre à oublier au plus vite. Je crois que c'est dû à l'engagement physique des Montpelliérains notamment, et nous je crois qu'il nous manquait un petit peu de jus. Je crois qu'on a laissé beaucoup de physique mercredi dans le match de Coupe d'Europe et on a subi, c'est sûr, pendant tout le match, mais on a essayé de résister, d'essayer de prendre un point et de rester invaincu pour la suite du championnat. Il y avait une certaine retenue dans nos mouvements, mais malgré tout, je pense qu'on les a quand même fait chanceler plusieurs fois. Et je pense que si une des équipes qui peut s'estimer satisfaite du résultat, ce sont plutôt les Parisiens que les Montpelliérains. Voilà, Yves, pas de but donc, il y a un esprit qui ne vous a pas vraiment séduit. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Les 22 acteurs, mais aussi les dirigeants et le public n'ont pas vraiment facilité la tâche d'Alain Sarr, l'arbitre de ce match musclé, beaucoup trop musclé. Un arbitre qui, bien involontairement, en ne sifflant pas de pénalty et en devant sévir sur un nombre incalculable de fautes, est devenu l'homme du match. Monsieur Sarr devra s'y habituer. Quitter le terrain au milieu des CRS fait malheureusement partie de la vie quotidienne d'un arbitre de première division. À 31 ans, ce jeune Nancéen n'a pas vraiment passé une agréable soirée et il n'est pas le seul. Les Montpelliérains lui reprochent de ne pas avoir accordé de pénalty. Peut-être ont-ils raison, mais que dire de l'attitude des 22 joueurs qui, eux, ont multiplié les fautes techniques, les erreurs individuelles, les actes d'anti-jeu et les contestations. Sous pression, Monsieur Sarr a dû sortir 7 cartons jaunes, 2 pour Loret sur Vrine côté Montpellier, 5 pour les Parisiens, Sassus, Calderaro, Weah, Bravo et Lama. Son plus grand tort, peut-être de ne pas avoir sévi plus tôt. Monsieur Sarr a en tout cas un grand mérite, celui de n'avoir pas, malgré son manque d'expérience dans de tels matchs, laissé dégénérer une rencontre qui a failli, à plusieurs moments, tourner au pugilat.
Eh bien, dites-moi, ça commence bien. Bon, enfin, il va falloir que ça s'arrange. Heureusement, il y a des bonnes choses. Nous allons voir encore 6 matchs avec Vincent Hardy et Marianne Macot de cette 7e journée, Jean-Michel. Et on va commencer par Caen-Toulouse. À Caen, on l'avait vu mardi, il y a un garçon qui commence à vraiment faire sérieusement parler de lui. Et Monsieur Sarr le connaît puisqu'il l'avait arbitré lors du match de Coupe de France contre Lens, un match que nous avions retransmis où il avait été également très bon. Xavier Gravelaine. C'est Xavier Gravelaine. Voilà. Alors, Xavier Gravelaine, il sort un petit peu des sentiers battus. Vous savez, actuellement, Thierry, il y a un grand débat sur la formation des footballeurs, des jeunes footballeurs. Michel Platini s'était penché sur la question. Il est un petit peu en réserve de la République, donc il se tait. Mais je crois qu'il y a un véritable débat à ouvrir parce que nous avons des joueurs stéréotypés. Les centres de formation, c'est bien, c'est très bien, ça avait le mérite d'exister. Mais nos meilleurs footballeurs, eh bien, malheureusement, eh bien, ne sortent pas de nos centres de formation. Michel Platini n'a pas trop connu ça, Giresse n'a pas trop connu, Luis Fernandez n'a jamais été international, Jean Tigana non plus. Et tout cela ont fait les beaux jours du football français. Et Gravelaine, c'est un petit peu la même chose. Il a été dans une section sport-études, caractère difficile, il est parti, il a été dans un centre de formation, il n'a pas fait de centre de formation, il a été à Louz-des-Bois, à Pau, il est passé par Saint-Seurin, il est en train de s'épanouir, peut-être un peu tard, mais son épanouissement est complet. C'est sans doute une réflexion à tenir pour tous les formateurs et pour tous les responsables du football français. Je sais qu'ils se penchent sur ce dossier. Et en tout cas, c'est une des grosses révélations de ce début de saison. On suivra avec plaisir Xavier Gravelaine, notamment au match retour à Saragosse avec ses Canets. Alors la suite de la 7e journée, en compagnie donc de Vincent Hardy et de Marianne Macot, le couple de l'année. Les Canets poursuivent sur la lancée de la Coupe d'Europe. 28e minute, percée d'Hippolyte Dangbeto. Romano en déséquilibre dégage directement dans les pieds de Gravelaine qui bat Pédemas de près. Xavier Gravelaine, l'homme en forme de Caen. 1-0, c'est le score à la pause, début de seconde période. Festival de Gabi Calderon au sein d'une défense toulousaine plutôt passive. L'Argentin sert paille, intérieur du pied droit et 2-0 pour les hommes de Jean Dupeux. Quelques instants plus tard, Benoît Coué profite des boulevards toulousains et ajuste Pédemas de 20 mètres, 3-0 pour les Normands. 82e minute, Ferrer bute sur Coué, pénalty estime Monsieur Lalu. Ferrer en profite pour inscrire son 4e but de la saison. L'honneur de clore la marque revient toutefois au joueur canet de la semaine. Centre d'Avenay, remise de paille pour son compère Gravelaine. 4-1 et deuxième doublé en 4 jours pour le jeune attaquant de Caen. Ce soir, on avait eu peur de faire un match un peu passé à travers, mais je crois qu'on s'en est sorti. On a encore mis le pied à fond dans l'accélérateur. Je ne sais pas jusqu'à temps que ça durera, mais pour l'instant, on a fait un bon match encore ce soir. Par contre, au niveau du marquage, c'est sûr que ce soir, j'ai noté qu'on s'intéressait plus à mes chevilles qu'autre chose, mais c'est normal parce que c'est comme tout le monde, je crois. Tout attaquant va se faire marquer comme ça, donc c'est pas bien grave. Auxerre ouvre le score à Sochaux 2 minutes avant la mi-temps. Coup franc